Que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou sur n'importe quel de nos réseaux sociaux préférés, nous sommes constamment submergés par des faits, des chiffres et des anecdotes. Il est donc bien souvent difficile de faire la part des choses. D'un autre côté, nous entendons souvent dire, notamment dans le domaine de la santé, qu'il faut se baser sur les évidences scientifiques pour prendre nos décisions. Mais d'où proviennent-elles? Où pouvons-nous trouver ces évidences? Mais avant tout, il faut aussi comprendre et savoir comment elles sont obtenues. Le financement est essentiel pour soutenir la recherche scientifique. Comment financer la recherche scientifique? D'où proviennent les fonds? En quoi est-ce important, en tant que société, d'investir dans la recherche scientifique? Pour discuter de ce sujet, nous avons la chance d'avoir la professeure Isabelle Dionne avec nous aujourd'hui. Je vais donc laisser Thomas la présenter. Merci, Alexis. Bonjour Isabelle, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous-même? Oui, ça va, merci beaucoup. Mais en fait, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter à nos auditeurs. La professeure Isabelle Dionne est doyenne de la faculté des sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Elle est également directrice du Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. Elle a également complété son baccalauréat et sa maîtrise à l'Université de Sherbrooke, son doctorat à l'Université de Laval à Québec, et finalement son post-doctorat aux États-Unis à l'Université du Vermont. Le champ d'intérêt de la professeure Dionne est vaste, axé principalement autour du vieillissement, de l'exercice physique et du muscle. Si vous aviez à décrire en une phrase vos intérêts en recherche, quelle serait cette phrase? En fait, je dirais comment l'exercice physique peut être une fontaine de jouvence. Oh! C'est bien dit, c'est bien dit. Ouais, vraiment. C'est l'image que je donnerais. Je pense que c'est déjà préparé, là, mais en tout cas, c'est trop beau comme réponse. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui nous suivent fréquemment, vous êtes probablement habitués au fameux vrai-faux avec lequel nous commençons chaque balado. Eh bien, aujourd'hui, pas de vrai-faux. Un format un peu différent. Nous allons commencer par une très bonne nouvelle pour notre invité du jour ainsi que pour ses collègues. L'obtention, en fait, à savoir l'obtention d'un gros financement pour poursuivre vos recherches scientifiques. C'est bien ça, professeur Isabelle Dionne? Oui, c'est exact. Ah, bon, on est bien informé ici. En fait, ce point va occuper une grande place importante dans le balado aujourd'hui, surtout en deuxième partie de balado. Mais avant tout, on aimerait parler, avec Alexis et professeur Isabelle Dionne, de la recherche en sciences de l'activité physique. Qu'est-ce que c'est? C'est une question très générale pour commencer, mais de quoi on parle quand on parle de recherche en sciences de l'activité physique? Et plus concrètement, qu'est-ce que ça comprend? Qui ça concerne, tant d'un point de vue des chercheurs que d'un point de vue de la population? Écoutez, c'est effectivement une question qui est quand même assez vaste et complexe, mais je vous présenterai ma réponse de cette manière. Je vous dirais que la recherche en sciences de l'activité physique, je la diviserai en deux volets principaux. Le premier étant... qu'est-ce que la pratique active ou l'exercice physique, hein, l'exercice étant une activité physique, mais plus planifiée, qui répond à des objectifs, qu'est-ce que ça peut apporter à une personne, peu importe sa condition, son âge, son contexte, qu'est-ce que ça va lui apporter d'un point de vue de santé? Et là, encore une fois, santé peut se décliner de toutes sortes de manières, qu'on parle de différentes maladies, conditions de santé... Et voilà. Ça, c'est le premier volet, je vous dirais. Donc, qu'est-ce que ça apporte de faire de l'exercice et quel genre d'exercice va être bénéfique pour la santé? Puis l'autre volet, je dirais, c'est la partie plus comment j'amène quelqu'un à faire de l'exercice physique ou de l'activité physique. Il y a quand même des... il y a des données qui nous montrent que les gens, actuellement, ne sont pas nécessairement si actifs que ça dans la population, malheureusement. Certains aussi se font prescrire de l'exercice physique, mais trouvent difficile d'y adhérer. Mais comment on amène les gens, donc, à adhérer à une pratique active ou à un programme d'exercice? Donc, si on mettait tout ça ensemble, je pense qu'on couvre assez bien l'ensemble des champs de recherche en activité physique, en sciences de l'activité physique. Puis, il faut bien comprendre que ces problématiques-là, on peut les étudier à différents niveaux également. On peut les regarder à l'intérieur. On peut regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, par exemple, jusqu'aux aspects sociaux de la pratique d'activité physique, notamment quand on parle de motivation. Alors, comme vous voyez, c'est un champ d'activité, de recherche qui est extrêmement vaste. Puis je pense que c'est ce qui en fait un champ aussi qui est extrêmement stimulant.
Ben, en fait, c'est une belle image, je pense, là, de la cellule, finalement, à l'aspect plus sociétal. Je rebondirai sur la deuxième partie de ma question. Ça concerne qui? Alors, on a eu une réponse concernant la population. Maintenant, en tant que chercheur, quel chercheur on retrouve dans ce domaine-là? Parce que si on passe de la cellule à l'aspect sociétal, j'en comprends qu'il y a une panoplie de chercheurs différents. Là. Bien, c'est vrai que de manière, je dirais qu'il y a une majorité des chercheurs qui s'intéressent à l'activité physique qui ont une formation de base dans le domaine des sciences de l'activité physique. Ils sont principalement au Québec, par exemple, issus des domaines de l'éducation physique ou encore de la kinésiologie et vont choisir, parce qu'ils s'intéressent à la recherche, à la découverte de nouvelles connaissances, vont choisir de continuer aux études supérieures et de devenir chercheurs. Néanmoins, la recherche en activité physique requiert aussi beaucoup d'interaction avec tout un champ de collaborateurs potentiels qui sont eux-mêmes issus de toutes sortes d'autres disciplines, qu'on parle des disciplines plus fondamentales jusqu'aux aspects d'éducation, les sociologues, en passant par les cliniciens, tous les domaines de profession de la santé, les psychologues. Écoutez, je pourrais nommer presque tout le monde qui a un certain intérêt envers la pratique active et qui ont des expertises finalement qui sont complémentaires aux experts en sciences de l'activité physique et qui viennent nous aider finalement à faire progresser notre recherche et surtout à rendre notre recherche pertinente pour la population. Okay. Donc un bon chercheur en sciences de l'activité physique doit savoir bien collaborer. Oui, et d'ailleurs, oui, et ici à l'Université de Sherbrooke, pour ceux que ça intéresse, notre doctorat en sciences de l'activité physique a une caractéristique ou une saveur un peu interdisciplinaire, justement, pour permettre le développement du langage, de la compréhension des différents concepts et tout ça, parce que on se doit d'interagir avec les chercheurs des autres disciplines. Super. Puis je me demandais un petit peu aussi, donc Thomas t'a présenté au début, il disait que tu t'intéressais principalement à exercice, santé, vieillissement puis muscles. Grande question, pourquoi le vieillissement? Pourquoi s'intéresser au vieillissement plutôt que, je ne sais pas, un autre aspect, que ce soit la performance, les jeunes? Est-ce que tu as un intérêt marqué depuis longtemps ou ça s'est un peu proposé comme ça? Bien, j'imagine que vous voulez que je sois honnête. C'est arrivé un peu... C'est arrivé sur ma route, je dirais pas par hasard, mais par la force des choses, en fait. Donc, je me destinais pas nécessairement à de la recherche en vieillissement quand j'étais encore au doctorat. Je travaillais sur une population de jeunes adultes, les problèmes métaboliques et tout ça, mais dans le cadre d'une rencontre complètement fortuite, j'ai rencontré une chercheuse du Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke, que je vais nommer, qui est à la retraite aujourd'hui, Hélène Payette, mais qui a été vraiment très impliquée dans le développement du centre de recherche, d'ailleurs, que je dirige aujourd'hui. Et on avait des intérêts communs en termes de disciplines de base, donc les aspects de physiologie, de nutrition, de métabolisme, de composition corporelle, mais elle était une experte du vieillissement. Et c'est elle qui m'a amenée à voir comment l'expertise que j'étais en train de développer était hautement pertinente dans le cadre du vieillissement et à un point tel où elle souhaitait qu'on devienne des collaboratrices. Et puis, de là, se sont enclenchées des démarches pour que je devienne une chercheure en vieillissement. Et là, bien, compte tenu de ça, évidemment, au post-doctorat, j'ai orienté un petit peu plus mes recherches. Mais c'est vraiment... C'est arrivé comme ça. Maintenant, je dirais que c'est une problématique qui touche tout le monde. Je veux dire, personne ne peut considérer qu'on n'a pas d'intérêt dans le vieillissement. Donc, je pense que... Ne serait-ce que pour ça, tout à coup, la pertinence est tellement grande que tant mieux qu'aujourd'hui aussi, ça attire beaucoup de jeunes. Des fois, on a l'impression que quand non, vous avez l'impression quand vous êtes jeune que vous n'arriverez jamais à un âge plus avancé et pourtant... Ça arrive vite. Oui, ça arrive. Je vous le dis, ça arrive vite. Mais moi, je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la recherche en vieillissement, justement. Je pense que ça enrichit aussi la recherche sur le vieillissement d'avoir ces perspectives-là. Puis en fait, pour rebondir là-dessus un petit peu, donc là, tu parles de tous tes intérêts de recherche un peu. Au fil des années, là, ça fait quand même quelques années que tu fais de la recherche à ce moment-ci. Peux-tu nous juste faire un topo général un peu des recherches que tu as effectuées en lien avec le vieillissement? Fait que sans nécessairement toutes les nommer, mais ça touche un petit peu plus à quoi, puis c'était quoi un peu les objectifs de ces différents projets-là?
Écoute, je ne sais pas ce que tu veux insinuer quand tu dis que ça fait un certain nombre d'années que je fais de la recherche, mais quand même, je vais répondre à ta question. Écoute, j'y suis arrivée en recherche en vieillissement vraiment par l'angle du métabolisme, de la composition corporelle, donc comprendre comment l'exercice permettait notamment de prévenir la perte de masse musculaire avec le vieillissement, qu'on nomme la sarcopénie, et développer certains programmes d'exercice autour de ça. Et tranquillement aussi, j'ai étendu ces intérêts-là vers des conditions de santé associées à cette perte de masse musculaire-là, notamment le diabète de type 2. Je dois dire que... Et donc, la première partie de ma carrière de chercheur, je dirais, c'était presque exclusivement des études d'intervention où on essayait d'imaginer le meilleur programme d'exercice dans une condition en particulier et on le testait. Hein, on faisait une étude sur la question et puis on essayait ensuite d'améliorer finalement le programme qu'on avait imaginé en fonction des résultats obtenus. Puis, à un moment donné, j'ai fait un malheureux constat, en fait, qui était celui que les gens qui venaient participer à nos projets de recherche, donc qu'on amenait avec nous dans une salle ou dehors, peu importe, là, parce qu'il y a différents contextes où on peut faire de l'exercice, mais qui étaient donc accompagnés dans cet exercice-là pendant plusieurs mois, développaient quand même certaines compétences aussi à travers ça. Quand on cessait de les accompagner à la fin du programme, la grande majorité, tranquillement, au fil du temps, laissait tomber. Et quand on les recroisait un peu plus tard, ils nous disaient, ben ouais, j'en fais plus autant que je devrais. Je sais que j'ai diminué beaucoup mon régime. Bon. Et ça m'a ouvert l'esprit à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je peux finalement planifier le meilleur programme d'exercice qui va, à la limite, guérir ou améliorer les conditions de santé. Si les gens ne les font pas, ben j'ai travaillé pour rien et j'ai aidé personne, finalement. Donc, et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à un autre volet qui est celui un peu plus de contextualiser l'exercice, donc d'essayer de trouver les dimensions à travers ça qui vont vraiment accroître l'adhésion. Puis ça m'a amené, entre autres, à travailler sur des projets de pratique d'exercice en plein air. Parce que la pratique d'exercice en plein air, ça a été démontré que ça a un impact sur la motivation qui est beaucoup plus grand que dans une salle, par exemple. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser à ce volet-là qui était pas nécessairement là au départ, mais par le constat que je faisais, donc, de cette difficulté à nos participants de recherche, finalement, de demeurer actifs à plus long terme. Donc, si je comprends bien, pour résumer un peu ça, dans le labo, vous contentez pas juste de faire venir des participants qui vont réaliser un programme d'exercice de plusieurs semaines ou plusieurs mois, et ça s'arrête là. Il y a aussi un aspect éducatif et finalement d'essayer d'inculquer un certain mode de vie, certaines habitudes de vie, puis avec espoir par la suite que c'est des vraies retombées et puis que ces personnes-là maintiennent certaines habitudes de vie. En fait, c'est pas toujours dans le même projet de recherche. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche fondamentale, où on recherche l'impact d'un projet ou d'une modalité d'exercice en particulier, par exemple, sur la fonction métabolique dans le muscle, on va vraiment s'intéresser à ça. Mais c'est qu'en parallèle de ça, on fait d'autres recherches qui vont s'intéresser plus aux aspects de motivation, d'adhésion, d'historique aussi. Il y a des gens qui ont des historiques en activité physique qu'on peut utiliser et réinvestir quand arrive le temps de faire de la prescription d'exercice plus tard dans la vie. Donc, oui. Donc, on s'intéresse à tout ça en même temps, mais pas toujours à l'intérieur d'un même projet. Oui, je comprends bien. Okay. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as fait plusieurs projets au fil des années. Si j'avais à te demander ton top 2, ton top 3 de tes plus belles réalisations, fait que pas nécessairement le projet, mais tu sais, un projet, soit un projet que tu es fier, un résultat que tu étais contente de publier, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais 1, 2, 3 de tes plus belles réalisations. Je vais en nommer 2, mais Parfait. qui sont pas du même ordre. Excellent. Ça vous va? Donc, le premier, en termes scientifiques, je dirais, c'est l'aspect c'est la recherche sur le muscle et sa relation avec la santé métabolique au sens large, c'est-à-dire que de longue date, on a considéré, on a promu
qu'un muscle, un gros muscle, un muscle hypertrophié était plus efficace pour brûler des substrats, que ce soit les graisses, les sucres, etc., faisant en sorte qu'on a beaucoup associé un gros muscle à une meilleure condition de santé métabolique. Et on avait des résultats depuis un certain temps qui nous montraient un peu que c'était pas nécessairement vrai et qu'il fallait peut-être trouver d'autres moyens. En fait, je vais même refaire un petit pas de côté pour ça. L'anecdote, c'est que j'écrivais une demande de subvention parce que je voulais justement faire un programme d'exercice avec des vitamines en supplément pour augmenter l'effet de l'exercice sur les gains de masse musculaire pendant un programme. Et donc, je devais écrire que les gains de masse musculaire, c'était important pour la santé métabolique. Et je me suis dit, en bonne chercheuse que j'étais, je démarrais tout juste, je vais appuyer ça de références scientifiques, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'avais beau chercher, je ne trouvais rien qui faisait la démonstration directe de ça. À mon grand étonnement, parce que tout le monde le disait, mais il n'y avait jamais vraiment un appui direct de ça dans la littérature scientifique. Et je me suis dit, ben, je vais être la première, donc, à le faire et à le démontrer pour vrai. Et c'est là qu'on a obtenu des résultats qui étaient un peu contradictoires, qui nous ont fait dire qu'il fallait peut-être revoir notre manière de concevoir cette relation-là, finalement, entre un gros muscle et la santé métabolique. Et de fil en aiguille, on a refait d'autres études, on a regardé à travers d'autres données. Et finalement, c'est toujours la même chose qui arrivait, c'est-à-dire le muscle, il n'a pas besoin d'être gros. Il a besoin d'avoir une grande qualité, ce qu'on appelle la qualité musculaire. Donc, c'est la relation, si on veut, entre la fonction, la force du muscle et sa composition. Maintenant, je suis fière de ça dans le sens où, comme on allait à l'encontre d'une idée préconçue, c'est pas facile de renverser. Je vous dirais que c'est pas gagné. C'est certainement pas gagné encore. Ça devient de plus en plus facile, cependant, de publier des éléments là-dessus, mais ma fierté, c'est d'avoir tenu tête aux arbitres qui nous disaient ben, il me semble que non, regardez vos données, êtes-vous sûr, ça va à l'encontre d'eux. Bon, donc, ça, pour moi, c'est une fierté d'avoir tenu tête. Puis tranquillement, ben, on se rend compte qu'effectivement, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Ça, c'est la première réalisation. C'est un long chemin et plusieurs détours, là, mais vous comprenez que pour moi, là, c'est vraiment l'aspect de... Quand on y croit, pour des bonnes raisons, ben il faut continuer d'aller de l'avant, puis il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas non plus s'entêter, finalement. Il faut vraiment tenter de prendre un pas de recul, en parler avec d'autres personnes pour avoir un autre éclairage. Bon, pour s'assurer que c'est ça ne devient pas de l'entêtement, mais que c'est plutôt parce que il faut bien démontrer ce qu'on est en train de faire, puis c'est important. Dans ce cas-ci, c'était important pour faire les bonnes recommandations d'exercice, en fait. Mais au-delà de ça, la deuxième réalisation, j'aurais envie de dire, c'est le soutien et la formation des étudiants au cycle supérieur. Si j'avais, et puis là, ben ça se nomme au nombre de plusieurs, là, parce que j'en ai eu quand même un certain nombre, mais pour moi, c'est une belle réalisation. Le lien qu'on crée avec ces jeunes-là, que vous êtes, en passant, qui sont stimulés, qui ont le goût d'apprendre, qui nous arrivent, je vais utiliser le mot « challenge », qui arrivent avec des nouvelles idées. On est confrontés dans nos idées. Moi, je trouve ça très stimulant. Et de voir après ces gens-là prendre leur place dans d'autres postes, et évoluer eux-mêmes dans la recherche, en sciences de l'activité physique, idéalement. Donc, ça, pour moi, c'est une autre belle réalisation. Très bien dit.
Écoute, ça nous touche. Hein? On est un peu concernés, donc ça nous touche. Avant d'aller un peu plus loin, je trouve que dans tout ce que tu as dit, ça permet peut-être aux auditeurs aussi de comprendre un petit peu c'est quoi la démarche scientifique. On part avec certaines idées en tant que chercheur, des idées parfois même peut-être préconçues un petit peu. Et des fois, on n'a pas le choix de se mettre un pas de côté, puis se retrancher et dire, finalement, non, c'est pas ça que mes données montrent. Et puis, il faut aussi savoir jongler avec ça. Et c'est jamais, Alexis le dit souvent, c'est jamais noir ou blanc. Là. Parfois, ça peut être gris aussi. Mais ça donne déjà une bonne idée un petit peu de qu'est-ce que tu peux vivre, qu'est-ce que vous pouvez vivre en tant que chercheur. Là. Au-delà de tout ça, vous avez commencé à parler de subventions. Et c'est là le point aujourd'hui qu'on veut élaborer. On va parler tantôt du financement que vous avez obtenu, en fait, qu'on va obtenir très, très prochainement. Comment est financée la recherche en sciences de l'activité physique? Ces temps-ci, dans les médias, on parle beaucoup de la recherche est financée par des compagnies pharmaceutiques et parfois on a du mal à croire à certains résultats. Dans votre domaine, comment ça fonctionne? Comment on va aller chercher les financements pour réaliser les projets de recherche? En fait, le financement de la recherche, c'est probablement la partie qui est la plus horrifiante pour les jeunes chercheurs parce qu'on se demande toujours est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va avoir l'argent pour faire ce qu'on veut faire. En activité physique, particulièrement dans mon secteur de recherche, on est particulièrement financé de manière classique là, par les organisations qui financent la recherche en santé. Donc, ici au Québec, il y a le Fonds de recherche en santé, le Fonds de recherche Québec en santé. Il y a les instituts de recherche en santé du Canada. Si on s'intéresse à... Donc, les organismes de financement classiques là, pour la recherche. Publics. Qui sont gouvernementaux. Okay. C'est ça, paragouvernementaux habituellement. Il y a aussi des fondations privées ou autres types d'organismes là, sans but lucratif qui peuvent avoir des intérêts spécifiques à certains égards. Par exemple, le Diabète Canada est un exemple, évidemment, pour le diabète. La Société d'Alzheimer du Canada pour l'Alzheimer. Il y a aussi la Société canadienne du cancer. Donc, qui vont offrir des financements de recherche, là, mais évidemment, vous aurez compris que c'est dans des créneaux très, très spécifiques. Je dirais que plus récemment, en tout cas au Québec et particulièrement dans les universités francophones, plus récemment, on a évolué tranquillement vers l'ajout d'autres types de financements, des financements plus marginaux, que ce soit des fondations privées, des fondations publiques. Bref, il y a aussi la philanthropie qui devient finalement une source de financement potentiel pour la recherche. Et qui est quand même intéressante dans le sens où c'est complètement une autre manière de réfléchir à la recherche. C'est complètement une autre manière aussi de présenter comment on fait ce qu'on a envie de faire comme recherche. Mais ça permet de belles rencontres, je dirais, avec des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont une capacité de soutenir la recherche, mais surtout le goût de donner au suivant, de soutenir la population à certains niveaux. Et donc, ça permet de venir complémenter, si on veut, les fonds de recherche classiques. Complémenter dans le sens où, ça peut ajouter des ressources, mais ça vient aussi souvent nous permettre de financer certains types d'activités qu'on ne peut pas financer avec des financements de recherche plus classiques. Là. Les subventions de recherche, à proprement dites, vont financer le projet, la recherche en tant que telle. Mais au-delà de ça, souvent, quand on gère un laboratoire, on a des besoins qui sont aussi, que ce soit en équipement, que ce soit en ressources humaines, pour coordonner le laboratoire, pour nous aider à aller chercher des subventions de recherche, ou même pour faire ce qu'on appelle du transfert de connaissances. Parce que la recherche, c'est créer des connaissances. Mais une fois qu'elles sont créées, il faut s'assurer qu'elles atteignent finalement, qu'elles sont investies chez les personnes qui vont les utiliser, que ce soit la population, des professionnels de la santé, tout ça. Et ça... Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et c'est
même si les organismes subventionnaires qui financent la recherche nous demandent de le faire, on a très peu de marge de manœuvre financière à l'intérieur des subventions de recherche pour faire ça. Mais la philanthropie peut venir nous soutenir là-dedans. Donc, ça permet vraiment de partir de la connaissance qui a été créée et de vraiment l'amener de manière efficace, efficiente vers les gens qui vont ensuite l'utiliser et d'avoir un réel impact, finalement, pour la population à qui on s'adresse. Puis de façon générale, là, je sais que ça peut grandement varier, mais on parle d'argent depuis tantôt. Combien ça coûte la recherche? Bon, évidemment, il y a différents types de recherche, mais tu sais, d'une donner pour nos auditeurs, peut-être, ça varie peut-être de, aucun coût des bases de données déjà disponibles à, ça peut aller jusqu'à combien environ, là? Écoutez, c'est impossible de chiffrer ça. Tu viens de le dire. Il y a certaines recherches qui coûtent très peu parce qu'effectivement, soit les données sont déjà recueillies ou la manière d'aller chercher les données ne requiert pas d'équipements spécialisés, par exemple, ou requiert des équipements qui coûtent très peu à faire fonctionner, jusqu'à des coûts astronomiques à cause du type de technologie utilisée pour aller chercher certaines données ou encore parce qu'il faut tellement de gens à l'intérieur d'un projet de recherche qu'il faut beaucoup de ressources humaines, finalement, pour gérer tout ça. Donc, la recherche coûte de 0 à des millions et des millions, hein, et ça peut... Je pense pas que ma réponse peut être plus précise que celle-là. Donc, mais c'est quand même c'est un élément avec lequel on jongle quand on est chercheur, évidemment. Donc, habituellement, quand on fait des demandes de subventions, on va dire combien ça va nous coûter. On essaie de faire des coûts, des estimations de coûts qui sont très précises. Parce que c'est de l'argent public quand même, donc faut être raisonnable dans tout ça, il faut surtout être responsable dans la manière d'utiliser les fonds lorsqu'on fait de la recherche, mais il faut aussi avoir suffisamment d'argent pour y arriver. C'est ça, c'est juste que je pense que les gens ne réalisent pas des fois à quel point ça peut coûter cher du matériel de recherche, tu sais. Qu'on s'en doute pas, puis c'est juste un petit fil qui fait pas grand-chose, finalement, coûte 500 $, pour XY raison, fait que c'est juste pour mettre en contexte des fois oui. Puis c'est parce qu'en fait, le même fil équivalent pour un appareil qui est vendu dans toutes les maisons à peu près va coûter beaucoup moins cher parce qu'il est vendu à très grand volume, alors qu'en recherche, évidemment, c'est très, très niché, là. Mais par curiosité, là, avant qu'on arrive justement au financement que vous avez obtenu, est-ce que par le passé, vous avez eu certaines difficultés au centre de recherche au vieillissement ou à la faculté des sciences de l'activité physique à aller chercher du financement pour des projets en lesquels vous croyez dur comme faire? Ben, la réponse honnête, c'est oui. Puis je pense que ça fait partie de la vie du chercheur. C'est un défi constant. C'est un exercice qui demande beaucoup d'humilité, j'aurais envie de dire, parce que les taux de réussite, quand on cherche des subventions de recherche dans les organismes classiques, ils sont quand même relativement faibles, là. On va osciller au fédéral selon les organisations, entre 10 et 30, peut-être 40% pour certains. Donc, on se prépare à se faire dire non. Je veux dire, et on travaille très fort pour avoir la demande la plus solide possible dès le départ, mais on se prépare à se faire dire non. Puis il faut prendre ça comme une occasion, finalement, de s'améliorer, de clarifier des choses, de réaligner parfois. Et parce que sinon, si on ne le prend pas comme ça, on peut se démobiliser très rapidement puis c'est démotivé. Mais ça fait partie du jeu. Et ça fait partie aussi de la carrière de chercheur, de tenter de planifier un peu quand il y a des projets qui sont en place. Si on est capable de sauver certains coûts à certains endroits pour faire des petites pochettes de réserve pour assurer le départ d'un autre projet, par exemple, on va le faire. Donc, on fait aussi pas mal de comptabilité là, à travers les différents fonds de recherche pour arriver à faire avancer tout ça et puis avoir suffisamment d'argent. Mais c'est un défi constant, c'est clair. C'est un défi constant, mais est-ce que par curiosité, ça vous est déjà arrivé ou à des collègues de devoir renoncer à un projet parce que après une fois, 2 fois, 3 fois, on n'arrive pas à rassembler le financement nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, là, qui peut être... C'est sûr que ça arrive, mais j'aurais envie de dire que quand on vit un refus, je pense que le réflexe qu'on a va plutôt être justement de se dire, mais comment je peux réaligner? Réaligner, ça peut être modifier le projet, ça peut être aussi chercher une source de financement ailleurs. Peut-être que je n'étais pas au bon endroit. Il y a peut-être d'autres endroits qui pourraient être intéressants. Est-ce que je me suis pas adjoint les bons collaborateurs, par exemple, pour aller chercher des expertises nouvelles? Donc,
je pense que de façon générale, les chercheurs sont des gens qui sont très résilients. Donc, ils vont plutôt chercher comment apprendre de ça et c'est ça, revoir leur stratégie plutôt que d'abandonner et de dire bon, ben, ça a bien l'air que ce projet-là, cet objectif-là ou ce rêve-là, je le réaliserai pas. Je pense que, heureusement, on n'est pas construit comme ça. Ouais. Donc, peut-être si on va sur peut-être une bonne nouvelle, en fait. Encore une fois, félicitations pour, bon, on va le dire aux auditeurs, là, une obtention de la chaire de la professeure Isabelle Dionne. Puis on veut juste en savoir davantage, en fait. Donc, c'est quoi le nom de la chaire? C'est pendant combien de temps? Donc, tout c'est quoi un petit peu la nouvelle chaire de recherche que vous avez obtenue, là? Alors, c'est une chaire de recherche privée, donc qui s'appelle la chaire de recherche en vieillissement et santé de la Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton. Donc, vous avez le nom des deux généreux donateurs qui nous remettent en fait un financement total pour la chaire de 500 000 $ sur 5 années. Et qui ont un intérêt principalement justement pour le vieillissement, la santé, mais les habitudes de vie. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont présentés au départ, donc très intéressés à comprendre comment les habitudes de vie ont un impact sur le vieillissement et aussi comment arriver à motiver les personnes plus âgées, justement, à adopter des comportements de vie ou d'habitudes de vie qui sont plus axés, finalement, sur une meilleure santé. Donc, c'est une chaire de 5 années qui vient, si on veut, complémenter les projets de recherche qui sont déjà là et qui sont, eux, déjà financés par des sources externes, là, de subventions de recherche, par exemple. Et j'ai compris en discutant avec eux qu'un de leurs intérêts à financer une chaire de recherche, c'était justement l'aspect de transfert de connaissances. Donc, de prendre les connaissances et de les amener vers le public, vers les professionnels de la santé. Donc, pour eux, c'était un aspect fort intéressant. Donc, on s'est entendu assez rapidement. Fait que c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. C'est une belle suite pour nous au laboratoire. Donc, moi, j'ai été titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les recommandations d'exercice pour un vieillissement en santé pendant 7 ans. Donc, cette chaire-là arrivait à terme. Et là, donc, c'est la pérennité, finalement, de ces travaux-là et c'est la continuité de ça qui s'enclenche maintenant avec le don de ce couple-là. Puis, tu parlais, donc, tu avais une chaire de recherche antérieurement. Là, il y en a une nouvelle, une qui était probablement au fédéral, puis l'autre qui était donc privée. Est-ce qu'il y a une différence, de façon générale, entre les deux? Tu l'as dit un petit peu, tu sais, la façon de le présenter, mais concrètement, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, là, d'un point de vue peut-être plus administratif, là? Il y a une grande différence sur qu'est-ce qui va être financé. Une chaire de recherche du Canada qui est financée par le fédéral, c'est beaucoup la recherche, à proprement dite, qui est financée. Alors que là, la chaire privée va toucher les éléments un peu plus en périphérique de la production de connaissances. Donc, oui, il y a une partie quand même qui va servir à la production de connaissances, mais ensuite, ça va être beaucoup pour l'utilisation des connaissances. C'est sûr que la reddition de comptes n'est pas la même. On rend des comptes dans les deux cas, mais pas aux mêmes personnes, pas de la même manière. Donc, puis ce qui est intéressant aussi avec une chaire privée, c'est que l'université nous demande de mettre en place un comité consultatif, donc qui est composé des personnes donatrices, mais aussi de chercheurs, d'experts du domaine de l'externe, qui vont venir aussi nous donner leurs avis sur les orientations qu'on prend. Donc, c'est un bel éclairage aussi pour s'assurer que les choix qu'on fait, les stratégies qu'on adopte sont vraiment en lien, sont vraiment en phase avec les besoins des milieux, avec les problématiques émergentes, tout ça. Donc, c'est une autre manière de voir. C'est comme si tout à coup, on a des collaborateurs autour de nous qui viennent nous aider à nous orienter et qu'ils le font simplement par souci juste d'avoir une recherche pertinente et porteuse. En fait, je vais revenir un peu en arrière. On m'a souvent dit en recherche qu'il faut savoir prendre un pas de recul. Alors, je vais tâcher d'appliquer ce conseil-là. Je reviens en arrière. C'est quoi une chaire de recherche? Peut-être parce que nous, on est dans ce domaine-là, mais
monsieur, madame, tout le monde là, qui nous écoute, c'est de quoi on parle, une chaire de recherche? C'est une bonne question et c'est drôle parce que c'est souvent une question qui est posée. Dans mon rôle de doyenne, je rencontre souvent des donateurs potentiels pour d'autres travaux que les miens, bien sûr, surtout en fait. Et c'est souvent la question qui est posée. Mais c'est quoi une chaire? En fait, une chaire, c'est une infrastructure administrative, je vais le dire comme ça, dans laquelle on va inclure ce qu'on juge pertinent comme objectif. Donc, on va se donner des objectifs. C'est toujours lié à la recherche, mais on va se donner des objectifs de développement. Ça peut être des projets comme la création de connaissances, des projets de recherche à proprement dit, mais ça peut être tout ce qui tourne autour du financement d'étudiants, par exemple, à d'autres financements de ressources humaines, de l'achat d'équipements, du transfert de connaissances, bon, tout ce qui peut exister. Chaire est un terme très large, en fait, qui est très, très englobant et qui implique que la personne titulaire de la chaire, c'est la personne qui voit où c'est le plus pertinent de mettre des ressources, finalement. Donc, alors que, par exemple, une subvention de recherche, c'est vraiment un projet. C'est un projet avec 1, 2, 3 objectifs très précis, une méthodologie déterminée à l'avance. Ça, c'est vraiment une subvention. Donc, la chaire va être vraiment, c'est plus une infrastructure financière à l'intérieur de laquelle on va placer plein de morceaux reliés au processus de la recherche, qui peut même aller jusqu'à financer d'ailleurs des parties du salaire du chercheur. Si, par exemple, le donateur dit, faudrait que le chercheur soit vraiment investi dans sa chaire au point où on enlève certains cours, par exemple. Un prof d'université, ça donne des cours. Donc, un donateur pourrait aussi même souhaiter financer qu'un cours soit donné par quelqu'un d'autre pour que le chercheur puisse prendre ce temps-là et l'investir dans sa recherche. Donc, c'est vraiment une infrastructure très... c'est pas très... C'est difficile de l'expliquer de manière plus précise que ça, mais ça donne une certaine latitude, mais une fois il faut quand même s'entendre sur ce qu'on met dedans. Là, c'est pas non plus... On fait ce qu'on veut avec l'argent. Oui, non, c'est ça, exactement. Puis on a des comptes à rendre. Fait que si j'ai bien compris, en fait, la subvention en tant que telle va souvent permettre de financer un projet plus particulièrement, tandis que vraiment la chaire, c'est peut-être plus pour tout soutenir l'alentour un petit peu. Entre autres. Mais est-ce qu'on pourrait, avec une chaire de recherche, décider de faire un projet complètement différent? Donc, dire, bon, j'ai un certain montant, j'ai un projet que je veux faire, puis 100% de la chaire finance uniquement ce projet-là, ou ça arrive moins souvent? En fait, ça dépend. Est-ce que c'était convenu à l'avance dans ton scénario? Parce que dans le fond, on peut convenir de ce qu'on veut, notamment avec un donateur privé, on convient ensemble de ce qui est pertinent. Mais évidemment, tout ça est ensuite validé, comme je l'ai dit tantôt, par des experts du domaine. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais on convient dès le départ quand même, à travers toutes les possibilités, de ce qu'on choisit de mettre dans la chaire. Si en cours de route, pour toutes sortes de raisons, il y a des opportunités qui se présentent et on se dit, il me semble que ce serait porteur de... je pense qu'on pourrait c'est-à-dire qu'on pourrait le faire, mais il faut bien sûr que le donateur soit d'accord. Donc, il faudrait communiquer et puis expliquer pourquoi tout à coup on voit une nouvelle opportunité et puis après ça, la décision se prendra là. Mais oui, okay. c'est toujours Parce que ça vient un peu à dire, possible. Donc, ça a déjà été prévu à l'avance, donc vous avez déjà déterminé. Oui. C'est quoi les plans? Donc, pour la chaire qui s'en vient, c'est quoi les plans? Est-ce que il y a des plans de projet? C'est quoi les retombées que ça va avoir à plus long terme? Donc, on aimerait en savoir plus. Là, on démarre. Hein? On démarre tout juste. Donc, on a justement notre première réunion de comité consultatif la semaine prochaine. Et on va donc proposer les activités pour la première année. Là, les plans, c'est vraiment de continuer les projets qui sont en cours. Particulièrement, il y en a un sur justement la problématique dont j'ai parlé tantôt, le lien entre la taille du muscle et le métabolisme. Il y a un autre projet aussi qui porte sur la fonction musculaire et l'alitement prolongé. Donc, ce sont des projets qui étaient déjà financés par des subventions, mais comme je disais tantôt, pour lesquels on avait moins les moyens d'assurer les suites en termes de mobilisation des connaissances et tout ça. Donc, la chaire vient assurer ce volet-là.
Il y a un projet sur la pratique d'exercice en plein air qui, lui, va être financé par la chaire. Le projet va être financé par la chaire. C'est un choix qu'on a fait parce que, il y a eu la pandémie aussi qui est venue un peu changer les plans au niveau des demandes de subventions et tout. Donc, la chaire va pouvoir assurer ce volet-là, mais évidemment assurer le volet mobilisation des connaissances aussi. Donc, la première année va être beaucoup dans l'organisation des choses et dans la préparation de nos stratégies de transfert de connaissances. Je vous dirais que ça notre première année, ça va être ça. Parce que le transfert de connaissances, là, j'en parle beaucoup depuis tantôt, mais ça peut prendre beaucoup de formes, hein, puis c'est très multiple selon à qui on s'adresse, donc il faut prendre le temps de réfléchir à nos stratégies pour dire vers qui on va aller, avec quels outils, quels seront nos moyens de communication. Donc, la première année va être beaucoup autour de ça. Et on va aussi aller se doter d'une ressource là, qui va venir nous aider à coordonner un peu tout ça parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc, il faut s'assurer qu'on a la capacité de nos ambitions. Alors, il faut des personnes qui ont le temps et qui sont dédiées à ce genre d'activité-là. Donc, en gros, là, c'est ça la première année. On continue les projets qui sont en place. On commence le projet sur le plein air et on imagine nos stratégies de transfert de connaissances. Ben, en fait, ça tombe très bien parce que si je regarde ma feuille présentement, la dernière question qu'on avait, c'était mot pour mot. Est-ce que des actions sont mises en place pour transférer les connaissances que vous allez chercher au laboratoire pour les amener sur le terrain, pour avoir des retombées concrètes pour la population? Présentement, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire par rapport à tout ça? Puis, même si je le sais que vous n'avez pas encore parlé de ça avec vos collègues pour ce qui s'en vient, est-ce que vous avez déjà quelques idées ou des choses qui se font aussi à la Faculté des sciences de l'activité physique sur lesquelles vous pourriez peut-être vous baser pour établir ça avec la chaire de recherche? Bien, dans les formules ou dans les stratégies qu'on peut imaginer. Mais en fait, les classiques qu'on a beaucoup utilisés au cours des années, tout ce qui touche par exemple des conférences, des outils de vulgarisation qui permettent comment je pourrais dire ça, de formuler les résultats de recherche, les fruits de la recherche autrement, dans un langage plus accessible. Donc, toutes ces initiatives-là permettent vraiment un transfert des résultats de recherche vers du transfert de connaissances, finalement. On peut organiser des journées de formation. On a déjà fait au laboratoire, d'ailleurs, des journées de formation pour, par exemple, les kinésiologues. On peut imaginer toute une journée où des experts viennent un peu partager les plus récentes évidences scientifiques. Hein. On a commencé le balado en parlant d'évidences scientifiques. Donc, partager les nouvelles évidences auprès des kinésiologues sur le terrain pour que, dans leurs interventions, ils soient à jour dans leurs connaissances et puissent intervenir auprès par exemple, des personnes âgées avec les dernières connaissances. Mais il y a tout un volet plus large que ça qu'il faut continuer d'imaginer. Il y a par exemple, des organisations qui communiquent beaucoup avec leurs professionnels. Je pense, entre autres, tantôt, j'ai donné l'exemple j'ai nommé Diabète Canada comme une organisation qui finance la recherche, mais Diabète Canada a aussi un grand volet d'éducation. Donc, on peut travailler sur des recommandations cliniques qui vont être transmises aux professionnels de la santé par le biais de ce genre d'organisation-là. C'est un autre exemple. On a déjà au laboratoire ma collaboratrice Éléonore Iesco, hein, qui est co-titulaire de la chaire, a déjà travaillé, collaboré d'ailleurs sur des recommandations cliniques pour les patients atteints de cancer. Des recommandations cliniques en pratique d'exercice. Donc, c'est le genre d'outils qui peut être développé pour assurer le transfert de connaissances. Puis pour faire le lien avec la faculté, parce que je trouve la question intéressante, je dirais que tout le volet d'éducation continue qu'on appelle, c'est-à-dire pour permettre justement à des gens qui sont des professionnels dans le marché de toujours continuer à mettre à jour leurs connaissances, mais on peut structurer ça à l'intérieur de différentes formules d'éducation continue. Il y a ça peut être des programmes, mais ça peut être aussi des formations ad hoc ou ponctuelles qui sont vraiment organisées pour, encore une fois,
permettent à ces gens-là de maintenir d'être toujours à jour avec leurs connaissances. Mais on a aussi des organisations plus locales. Je pense à la Fédération des kinésiologues du Québec qui tient son congrès annuellement, où on est souvent appelé à intervenir pour aller partager les connaissances. Donc, le transfert de connaissances, c'est une multitude de stratégies qu'il faut mettre en place parce qu'il n'y en a pas une seule qui va répondre à tous les besoins et qui va atteindre tout le monde. Donc, il faut vraiment additionner plusieurs stratégies avec différents outils pour vraiment arriver à disséminer, si on parle de dissémination des résultats de recherche, là, et tenter de percoler le plus possible parmi les gens qui bénéficieront finalement de ces fruits de la recherche. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup, professeur Isabelle Dionne. Je vais conclure. Alexis l'avait bien mentionné dans l'introduction. Je pense que le financement occupe une place centrale dans la recherche. On a assez bien compris, je pense, la différence entre une subvention de recherche, une chaire de recherche également. Et puis, encore félicitations pour cette chaire de recherche. Je vais la nommer une dernière fois, là, mais c'est la chaire de recherche pour un vieillissement en santé, la Fondation J.L. Gravel et Brigitte Breton, si je ne me trompe pas. C'est ça. Encore félicitations. C'est de bon augure pour vos travaux et je pense aussi pour la faculté des sciences de l'activité physique. Et puis, je me permets peut-être de lancer une invitation auprès de vous, peut-être pour un futur balado, un balado un peu plus classique, là, comme nos auditeurs sont habitués. Peut-être un peu parler des mythes et réalités concernant la masse musculaire, le vieillissement et faire un beau lien avec l'exercice. Fait que si vous avez du temps prochainement, je vous lance le bâton, puis on verra si on peut s'organiser ça, là. Mais ça m'a fait plaisir. C'est un grand plaisir. Et puis, tant mieux si ça peut donner le goût à certains autres jeunes qui sont intéressés par les sciences d'activité physique de eux-mêmes poursuivre un parcours de chercheurs. Il nous en faut parce que la pratique d'exercice, ça demeure, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une très belle fontaine de jouvence, mais il faut savoir l'utiliser. Super, encore une fois, merci à tous nos auditeurs. Merci à Isabelle aujourd'hui pour ta présence. On invite tout le monde à nous suivre tant sur YouTube, Facebook, Instagram à Explique Balado, en espérant vous revoir au prochain Balado Explique.